semaine e-commerce qui a été lancée en post-Covid, donc par le Haddock et notamment les départements des marchés de biens de consommation. Donc en fait, nous, notre accompagnement sur les marchés et le développement commercial se fait vraiment tout au long de votre projet commercial, de son élaboration jusqu'à sa mise en œuvre. Et donc, l'idée vraiment, c'est de vous aider avec ces webinaires à identifier des marchés cibles, en l'occurrence l'e-commerce, et de vous armer au mieux pour justement aborder ces marchés. Et donc là, cette thématique vraiment sur la cybersécurité vient compléter tout ce que vous a présenté auparavant. Je pense que vous parlerez, Caroline, de pas mal de choses qu'on a pu évoquer lors de cette semaine e-commerce, puisque la data est partout, donc le risque est partout. Et donc l'idée est vraiment d'apporter du lien là-dessus. Si jamais voilà, vous voulez un peu plus de renseignements sur nos accompagnements sur les marchés, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je te laisse la main, Elodie, puisque Elodie, donc, qui a rejoint la semaine e-commerce cette année, fait partie de la direction innovation et notamment sur tout ce qui est transformation digitale des Mm. entreprises. Et donc, c'est Voilà. vraiment voilà, une semaine qui prend de plus en plus d'ampleur voilà, chez nous. Je te laisse la main. Merci Mélodie. Donc moi effectivement donc je travaille aussi chez Haddock dans la partie donc pour les filières Viti et agro où je vous accompagne en fait quel que soit votre degré de maturité digitale sur un parcours d'accompagnement numérique, voilà, que vous soyez vraiment néophyte et que vous ayez besoin de vous informer ou d'être sensibilisé aux nouvelles technologies, vous familiariser, monter en compétences. Donc on a un programme qui s'articule en trois axes, vous informer, sensibiliser, vous conseiller au travers de webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui, des rencontres territoriales, etc. Et puis bien entendu des conseils. Si vous êtes un petit peu plus mature et que vous avez besoin de passer un palier, on va dire, c'est comprendre et structurer votre projet, où là, je vais vous aider à le qualifier, voire même rédiger une feuille de route et vous orienter vers les partenaires qui vont bien. Et si vous êtes un acteur voilà, qui a un projet un petit peu plus élaboré, qui a vraiment besoin d'accélérer, là, on vous oriente vers un programme d'accélération, le DIH Occitania, que je vous présenterai à la fin de ce séminaire, qui a pour objectif vraiment de vous aider à passer un cran, accéder à un niveau d'expertise à la pointe, on va dire, sur le numérique. Et il y a une autre opération qui est en fin d'année que certains d'entre vous connaissent, qui est le Vinacaton, qui est une journée marathon pour écrire votre feuille de route. Vous venez avec votre projet, on vous met des coachs en face et pendant une journée, vous allez travailler sur cette feuille de route et ressortir à la fin de la journée avec une feuille de route à 6, 9, 12 mois pour accélérer votre projet. Voilà. Donc ça, c'était la petite intro pour vous me présenter. Alors donc, je suis ravie de vous accueillir avec ce webinaire qu'on a co-construit avec Caroline. Enfin, c'est surtout Caroline qui va parler puisque c'est elle l'experte de la cybersécurité. Donc, des cas concrets pour protéger ses ventes, sa marque et ses clients et découvrir en fin d'intervention comment le dispositif EDIH peut accélérer votre sécurisation, mais dans un cadre encore plus global. Donc, dans un premier temps, on va brosser l'analyse complète de la chaîne de valeur d'un e-commerçant, de la commande à la livraison, donc du site de l'hébergement, paiement en ligne, etc., jusqu'à vraiment la livraison et la connexion avec les prestataires. Et Caroline vous exposera comment elle explorera vraiment tous les risques possibles sur chacun de ces maillons, quel type de menaces, qui sont les cyberattaquants, quelles sont les mesures de protection à prendre, etc. Et moi, donc en fin de webinaire, je vous exposerai comment structurer et sécuriser votre e-commerce et plus largement votre euh, transformation digitale, comment le DIH peut vous aider sur ce volet-là. Voilà. Donc, je suis Elodie Le Drian. Ici, vous avez hop, les petits liens vers Occitania, Haddock, etc. Et Caroline de Rubiana, qu'on est ravis d'accueillir, est responsable du pôle d'expertise et services d'urgence de Cyberoc, qu'elle présentera en un mot quand elle interviendra. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous faire une petite introduction parce que, bon, je ne suis pas du tout spécialiste sur le sujet de la cybersécurité et du coup, j'ai dû un peu me documenter pour faire mon introduction. Et j'ai découvert des chiffres qui sont assez
intéressant, super intéressant que je voulais du coup partager avec vous parce que en me documentant un peu, donc déjà j'ai découvert que la France était aujourd'hui, et Caroline, tu me contrediras hein, si je dis des bêtises, mais le pays le plus touché par, enfin le pays d'Europe occidentale notamment, le plus touché par les cyberattaques et que les cyberattaques ont coûté la bagatelle de 129 milliards de dollars l'année dernière, en 2024. Oui, donc l'année dernière, à la France. Donc c'est vrai que ça donne un peu le tournis. Et il y a même il y avait, j'ai lu là du coup en me documentant l'interview d'un chercheur vraiment spécialisé en cybersécurité qui disait que 8 Français sur 10, enfin les données de 8 Français sur 10 circulent actuellement sur le dark web. Là, je ne sais pas, bon, il faudra peut-être vérifier les. Enfin, si c'était une source tout à fait sérieuse, donc ça fait un petit peu peur quand même. Et c'est vrai que ce que j'ai lu aussi, c'est que 40% des cyberattaques donc ciblent des PME qui, dans 60% des cas, bah, entraînent un arrêt d'activité de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Donc, imaginez les coûts que ça engendre derrière. Et quand on resserre ça vraiment sur le e-commerce, les e-commerçants déclarent que 41%, enfin 41% d'entre eux déclarent qu'ils ont déjà été victimes de cyberattaques, donc via des bots malveillants, des attaques d'IDOS, enfin qu'elle nous expliquera Caroline, ou voilà, des attaques visant directement leur site, leur paiement ou leurs données clients. Voilà, donc chaque faille sur le maillon de la chaîne, que vous détaillera Caroline, peut bloquer les ventes en quelques minutes et bien entendu bah, dégrader la confiance du coup que le cyber client a dans votre marque. Donc voilà, rien que ce mois-ci, donc au fil de mes lectures, là j'ai lu eh ben, ce mois-ci, là en mars, Mondial Relais vient de se faire voler pour 5 millions de données issues de 300 000 fichiers. Voilà, c'est un pirate qui a réussi à rentrer dans sa plateforme de suivi des colis. Donc c'est vrai que ça, waouh. Et donc là, chez Auchan, récemment, il y a quelques semaines, c'est 80 000 adresses qui ont été usurpées. Voilà, donc ces données, évidemment, se revendent super bien au marché noir et font l'objet de campagnes de phishing hein, que vous avez peut-être reçues vous aussi pour pousser au paiement frauduleux, etc. Voilà. Donc, bon, et contrairement à certaines idées reçues, moi, je me suis dit, bon, bah, la filière agricole, agroalimentaire et viticole sont un peu, parce que vous êtes quand même une majorité d'inscrits en agroviti, sont peut-être un peu moins ciblées parce que, mais en fait, non, comme nos filières, en fait, se digitalisent rapidement, bah, e-commerce, traçabilité, on branche sur un ERP, on connecte des outils et tout ça, c'est autant de fenêtres de tir potentielles pour les cyberattaquants. Donc, autrement dit, plus on se digitalise et plus on devient mature digitalement, bah, plus on s'expose. Hein. Donc, c'est ce que nous dira Caroline. Et l'objectif de ce webinaire, c'est justement de vous apporter cette vision de tous ces risques sur l'ensemble des maillons et surtout de vous donner les clés pour agir. Voilà, donc on va partir de cas réels, analyser toute la chaîne de valeur et Caroline va nous expliquer comment parer à tout ça, nous prémunir et agir. Donc c'est à C'est toi. à moi, c'est ça? Oui, c'est à Merci toi. beaucoup. Donc là, je Donc, départage et c'est toi qui vas partager ta. ok, c'est parti. Je partage. Alors, attendez. Hop, je partage. Ensuite, je lance le diaporama. Parce que, en fait, il y a des petites. Pardon. J'ai des petits trucs Teams qui m'empêchent d'accéder Ah, au oui. bouton. Ah, Ça y est, c'est bon, on voilà. te voit. Vous voyez tout? Super. Oui. Bon, alors, je modère quand même ce que vous a dit Elodie, parce que en 1 heure, faire toute la chaîne et toutes les attaques, ça serait peut-être un peu ambitieux, mais on va voir une partie et vous allez comprendre un peu la problématique. Je ne voudrais pas que vous me disiez, on n'a pas vu toutes les attaques. Ouais, c'est un peu lent de tout voir. Mais bon. Oui. Donc voilà, donc on va parler on va parler de cybersécurité et on va se positionner dans le cas du e-commerce qui est un cas un peu particulier pour la simple et bonne raison que, et ça Elodie l'a très bien dit, c'est que le e-commerce fait que vous avez une exposition sur Internet maximale, contrairement à une entreprise plus classique qui a sûrement des outils numériques mais qui n'est peut-être pas aussi exposée. Donc, avant de commencer, vous parler rapidement de Cyberrock, qui est le centre de cybersécurité de l'Occitanie. Donc, Cyberrock a été créé par la région Occitanie avec l'agence de développement économique ad hoc, c'est d'ailleurs là où a incubé le projet, et l'association Equitia.
Et on est parti avec 2 objectifs. Le premier, aider les organisations à comprendre la cybersécurité. Alors, on a commencé en 2019, hein, donc il y avait pas mal de choses à faire à ce moment-là. Alors, les gens ont toujours besoin, mais c'est vrai que malheureusement, on a eu une explosion des attaques, donc les gens sont un peu plus informés. Donc ça, c'est une bonne chose, mais comme l'a dit Elodie tout à l'heure, il y a quand même encore beaucoup de problématiques, puisque en ce moment, on est justement, hein, la mode, entre guillemets, des pirates, c'est la fuite de données, et ça n'arrête pas. On pourra revenir sur la question et peut-être les raisons de ces fuites de données. Donc ça, c'est la première chose, faire comprendre la cybersécurité et donc quelles sont les actions à mener pour se sécuriser. Et dans un deuxième temps, c'est aussi aider la filière cybersécurité qui est très riche en Occitanie. Donc, on a vraiment beaucoup d'acteurs qui peuvent répondre à vos besoins, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres territoires. Et donc, les aider à être visibles et que les deux mondes puissent se rencontrer. Et ensuite, nous, on est ces CIRT territoriales. Et ça veut dire qu'on répond en cas d'attaque aux personnes qui sont victimes, donc entreprises et collectivités. Et on est aussi labellisé Campus Cyber, donc on mène tout un ensemble d'autres actions qui sont liées à la cybersécurité. Et typiquement, on est dans le consortium du DIH Occitanie dont vous a parlé Élodie tout à l'heure. Donc je vais pas trop m'étendre sur les actions qu'on mène, mais au moins vous en parlez. Alors effectivement, on est basé à la Belge, mais après on intervient sur toute l'Occitanie. Et on essaye de répondre à toutes les sollicitations. Donc, maintenant, on va parler de cybersécurité et des menaces, donc les menaces des cyberattaquants. Alors, la première chose, donc je vois que en fait, quand on parle de cybersécurité, souvent les gens ils pensent sécurité informatique. Et en fait, c'est qu'une partie de la cybersécurité. Aujourd'hui, on va parler de système d'information. Donc, un système d'information, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui va permettre d'échanger de la donnée, de consulter de la donnée, de stocker de la donnée. Donc, on va avoir les ordinateurs, les imprimantes, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup de nos imprimantes ont des disques durs et stockent de la donnée. Donc, c'est parfois oublié dans l'approche cybersécurité. Tout ce qui est support amovible et puis toutes les personnes qui manipulent ce système d'information, qui eux-mêmes ont de l'information ou connaissent certaines informations qui sont importantes pour le fonctionnement du système d'information. Et évidemment, eh bien, tout ce système d'information aujourd'hui qui n'est plus limité à l'enceinte de l'entreprise, mais qui va passer par Internet, par des serveurs, par des téléphones, hein, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment des téléphones qu'on a, mais des petits ordinateurs. Eh bien, ce système d'information est exposé du fait d'Internet, évidemment, aux pirates, et on a un certain nombre de points d'entrée. Alors oui, j'avais rajouté aussi les supports, hein, donc vous avez donc ça c'est important de ne pas oublier qu'Internet, alors ça peut passer par les satellites, mais enfin en règle générale, nous on fonctionne avec soit de l'Internet donc qui arrive par des câbles, donc ça peut être de la fibre, bon la DSL ça fonctionne plus trop là. En interne dans l'entreprise, ça peut être des câbles Ethernet. On a le Wi-Fi, mais vous avez aussi la data qui passe par vos connexions Bluetooth, 5G, etc. Donc c'est important d'avoir la vision des autoroutes, entre guillemets, de la donnée. Et donc les points d'entrée pour les pirates, eh ben, ils sont déjà sur l'ordinateur. Ça, vous vous en doutiez un petit peu, hein, puisque en fait, il va utiliser la plupart du temps les moyens de communication comme les mails, le fait que vous naviguez sur des sites et que peut-être vous allez télécharger une information qui peut être malveillante. Les pirates vont essayer aussi de cibler les serveurs, donc les serveurs qui hébergent des sites internet et typiquement les sites de e-commerce particulièrement. Et les serveurs ne sont pas dans votre entité, enfin en règle générale aujourd'hui c'est assez rare, ils ne sont pas dans l'entité de l'entreprise, en général ils sont dans un data center, donc c'est un autre point d'entrée sur le système d'information de l'organisation. Voilà, le fait d'être sur internet, d'avoir des réseaux sociaux, d'échanger tout un ensemble d'informations, et puis aussi via les personnes qui manipulent ce système d'information. C'est à peu près à grosse maille les 4 points d'entrée pour les cyberattaquants. Donc, ça vous donne déjà une première idée de leur façon de pénétrer dans les systèmes d'information.
Et donc, on parle de système d'information. Et aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, en fait, on parle de sécurité du système d'information. C'est important d'avoir cette vision. Et quand on approche la cybersécurité, on la réfléchit en termes de système d'information, donc avec une vision assez globale. Et du coup, il y a un certain nombre de choses qu'il faut organiser. Alors, juste un petit mot, il faut vous sachiez qu'on a une entité, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et qui est notre autorité de cybersécurité pour la France. Et si vous avez peut-être entendu, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais si vous avez entendu parler de la directive NIS 2, eh bien, ça sera l'ANSSI qui sera, qui est déjà en train de gérer cette loi qui va être mise en place et ça sera elle l'autorité de régulation. Voilà, donc ça c'était juste pour parler un petit peu redéfinir un peu ce que c'est que la cybersécurité. Et donc à partir de là, on va s'intéresser aux attaquants parce que vraiment c'est important de comprendre comment sont les attaquants pour comprendre pourquoi on est autant attaqué et ce qui peut être visé, c'est-à-dire tout. Mais voilà. Donc la première chose, c'est les motivations des attaquants. Donc, on a évidemment toute une liste de motivations qui sont que je vais vous afficher, mais on peut dire que la plus importante et celle qui motive le plus les cyberattaquants, c'est le fait de gagner de l'argent. Alors, on dit lucratif parce que c'est vraiment la taxonomie de l'ANSSI qu'on reprend. Ensuite, il y a les actions étatiques. Donc ça, avec les différents conflits qu'on a actuellement depuis plusieurs années, vous en avez entendu parler, et en fait, on a des impacts du fait des conflits sur les cyberattaques qui sont vraiment des cyberattaques pour détruire, pour paralyser, et qui viennent d'États et non pas de cybercriminels qui veulent, eux, juste gagner de l'argent. Donc, ça complique encore un peu plus les choses. Après, on peut avoir d'autres motivations, mais qui sont plus à la marge. Donc, des personnes qui découvrent des attaques parce qu'elles veulent travailler là-dedans et qui ne se rendent pas compte qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas le droit de faire et qui peuvent perturber une entreprise. Des gens qui sont très techniques et qui veulent prouver qu'ils sont capables de mener une attaque. On a beaucoup moins aujourd'hui moi je trouve, on les entend moins, mais à un moment vous aviez Anonymous et donc des gens qui cherchaient à faire des actions par idéologie. Et puis un point qui est important et qui par contre concerne toutes les entreprises, c'est ce que l'ANSSI appelle les pathologiques. Alors, en fait, c'est plutôt des personnes qui sont dans l'organisation et qui en fait vont avoir une relation difficile avec l'organisation et vont faire une action qui peut perturber le système d'information de l'entreprise et elle doit le prendre en compte dans son approche des risques. Ensuite, les objectifs des cyberattaquants. Alors, je vous ai dit, leur motivation première, c'est gagner de l'argent. Donc, les objectifs, ça va être de gagner rapidement de l'argent et un moyen de gagner rapidement, c'est tout ce qui est fraude et extorsion. Donc ça, on y reviendra parce que c'est vraiment quelque chose qui touche énormément nos organisations. Là, tout à l'heure, Elodie a évoqué les fuites de données. Il faut savoir que quand les cyberpirates arrivent à voler des données, bien entendu qu'elles vont les revendre à d'autres, mais elles vont aussi menacer l'entreprise de publier, même si elles le font quand même. Et dans un premier temps, elles vont menacer de publier et donc elles vont demander une rançon pour ces données. Ensuite, elles vont chercher aussi à s'accaparer, en tout cas à vous faire des virements frauduleux, on en reparlera aussi. Le deuxième objectif, c'est l'espionnage et le vol de données. Alors, le vol de données, pour revenir sur la première partie, la fraude et l'extorsion, pour pouvoir revendre ces données, parce que ça peut permettre de créer d'autres attaques, etc. Et puis, l'espionnage, il y a aussi toute la dimension espionnage industriel, bien entendu, qui a toujours existé et qui est encore plus présent qu'avant. Et puis, on a un peu moins, mais on en voit un petit peu quand même, l'agitation et la propagande. On entend quand même parler de tentatives de perturber des élections en lançant des faux messages sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, ça va être dans cette catégorie-là. Alors ensuite, on a des actions pour perturber, bloquer un système. Donc, fin décembre, la Pologne a subi une cyberattaque pour tenter de bloquer son système électrique, en fait, tout son système de production électrique. Bon, l'attaque a échoué, heureusement,
Mais aujourd'hui, on est dans des choses comme ça, et puis de la destruction qui consiste carrément à essayer d'effacer toutes les données. Et en général, les 2 dernières, même les 3 dernières, on est plutôt dans le cadre justement de la partie de la motivation étatique. Et on va retrouver les cybercriminels sur les 2 types d'objectifs, pardon. Donc, alors, bon, je vous ai dit pourquoi ils voulaient faire ça. Maintenant, comment ils font ça? Donc ça, c'est le deuxième point. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les cyberattaques parce qu'il y en a beaucoup, mais par contre, il y en a quand même un certain nombre qu'on voit en permanence et qui sont les plus répandus. Alors, une dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, qui se répand un peu moins, mais qui reste quand même avec un niveau fort, c'est les rançongiciels. Donc, le rançongiciel, c'est une attaque qui, lorsqu'elle se déploie, va justement bloquer l'entreprise et ça va demander une rançon. Et puis après, l'organisation peut avoir différents moyens de gérer ça, mais c'est une attaque qui est très perturbante pour les organisations. Ensuite, il y a le piratage de compte. Donc ça, c'est une attaque qui a toujours existé, qui s'amplifie pour différentes raisons, parce qu'elle permet elle-même de déployer d'autres attaques. Donc le piratage de compte, ça va reposer sur le fait qu'il y a beaucoup de solutions justement qui sont exposées en ligne et qui ne sont pas bien sécurisées. Donc on va pouvoir réussir à se faire passer pour quelqu'un, arriver à lui voler ses identifiants et se connecter, etc. assez facilement. Le vol de données, donc le vol de données, il peut passer par le piratage de compte, mais il peut passer aussi par le fait que des solutions soient pas assez sécurisées, qu'il y ait des failles, etc. On va avoir le FOVI. Donc, en fait, le FOVI, c'est le faux ordre de virement international. Bon, c'est son petit nom. Alors, en fait, ça va recouvrir tout ce qui est toutes les fraudes, toutes les tentatives de vous faire des virements frauduleux, et particulièrement celui sur lequel je reviendrai à la fin, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans les entreprises. C'est le changement de RIB et le fait que, en fait, dans l'entreprise, quelqu'un a validé ce changement de RIB sans faire de vérification, et ça peut entraîner vraiment des gros problèmes. Et puis, les autres attaques dont je parlerai quand même un petit peu, et vous, ça vous concerne justement, c'est tout ce qui est DDoS, donc ça veut dire déni de service. Ça implique en fait que vous allez recevoir tout un ensemble de requêtes sur justement votre site e-commerce, et le site va arrêter de fonctionner parce que ça fait trop de requêtes. Et avec les sites e-commerce, en plus, le risque, c'est il y a une attaque DDoS qui est assez classique, qui est d'appeler juste, de chercher à afficher le site, mais en fait de se débrouiller pour qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de machines qui cherchent à accéder au site internet. Et vous avez prévu d'avoir un certain nombre de clients, votre serveur n'est pas prévu pour avoir des milliards de requêtes d'un coup. Donc ça peut le faire s'écrouler, mais d'autant plus si jamais le site est mal construit et qu'il va contenir une page qui, par exemple, est longue à charger. Donc une page qui est longue à charger, ça veut dire qu'elle fait des requêtes en base de données, qu'elle fait beaucoup de calculs, et si c'est repéré par des attaquants et qu'ils souhaitent vous importuner et justement derrière aussi vous demander une rançon pour arrêter de vous attaquer, la rançon ça sert un peu tout le temps, eh bien ils peuvent lancer peut-être beaucoup moins de requêtes sur le site, mais justement sur cette page en particulier, et faire s'écrouler le site. Et puis il y a la défiguration. La défiguration, ça veut dire qu'ils vont changer l'apparence du site. Bon, ça en général on rencontre plutôt ça dans un objectif de faire de la propagande, par exemple. On a beaucoup vu ça à une certaine période avec Daesh qui se défigurait des sites. On l'a eu un petit peu pendant les Jeux Olympiques. On avait les deux pendant les Jeux Olympiques. Au fur et à mesure que la flamme olympique avançait en France, les sites des mairies étaient attaqués. Donc soit ils tombaient avec un DDoS, soit ils étaient défigurés. Enfin, pas toutes, mais on a eu quand même pas mal de signalements. Alors, c'est là où c'est le plus important. Enfin, les outils qu'utilisent les cyberattaquants. Et ben, le premier outil des cyberattaquants, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc, l'ingénierie sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une façon de manipuler les gens. En fait, c'est le fait de vous mettre dans une situation de peur ou de vous
promettre quelque chose d'incroyable et en fait, vous allez abandonner les éléments enfin, vous n'allez pas être méfiant et vous allez faire des actions que le pirate cherche à vous faire faire justement pour faciliter son attaque. Il faut savoir que dans 80% des attaques, il y a un humain qui est intervenu pour faciliter cette attaque, malheureusement. Donc, vous imaginez bien, pour le piratage de compte, typiquement, ça va être, on va envoyer un mail à quelqu'un de l'organisation qu'on a repéré grâce aux réseaux sociaux, grâce à plein d'éléments qui font que les pirates ont des informations sur le fonctionnement de l'entreprise. Et ça va lui dire, il faut changer votre identifiant Microsoft parce que votre compte a peut-être été piraté, parce qu'eux, ils n'ont pas peur. Hein, donc, ils vont comme ça et la personne ne va pas se méfier. Elle va cliquer dans le lien, enfin sur le lien, pardon, qui est dans le mail et qui semble l'emmener sur le portail habituel de M365 et elle va changer son mot de passe et en fait donner son mot de passe au pirate. Donc, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. C'est le premier outil des attaquants parce que c'est un outil qui est difficile à contrer au final, parce que nous sommes des êtres humains et c'est bien normal, et qui est un outil qui a toujours été utilisé par les escrocs de toute espèce. Alors que les outils techniques, tout le monde n'est pas capable de se les approprier. Ensuite, justement, un peu lié à l'ingénierie sociale, on va trouver alors phishing, smishing ou hameçonnage, comme vous voulez. Bien ça, c'est le fait d'envoyer un mail en fait qui est légitime en faisant croire à la personne que le mail est légitime. Le smishing, c'est le fait d'envoyer un SMS qui n'est pas légitime. Vous avez sûrement tous reçu des SMS comme quoi vous aviez un colis qui ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Et d'ailleurs, Elodie a évoqué tout à l'heure l'attaque sur Mondial Relais qui aujourd'hui enfin, on voit bien qu'on a, suite à cette fuite de données sur les gens qui allaient recevoir des colis, les gens reçoivent des SMS avec une photo d'un colis Mondial Relais avec leur nom rajouté sur le colis et où on leur dit votre colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres. C'est une arnaque complète, mais c'est très perturbant pour les personnes qui reçoivent ça parce qu'ils ont recréé, en tout cas, un environnement qui semble légitime. Alors, on a toujours les virus, les malwares, donc le rançongiciel, c'est un malware, bien entendu, ça existera toujours, mais c'est un outil qui arrive dans un contexte, c'est pas ça qu'on voit le plus comme attaque, au final. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus l'exploitation de failles et vous êtes particulièrement concernés puisque justement les sites de e-commerce, il y en a beaucoup, il y a des applications de e-commerce comme PrestaShop, même je crois que WordPress, on peut l'utiliser pour faire du e-commerce qui sont connues, qui sont ouvertes. Donc, les pirates savent comment le code est écrit et malheureusement, le code n'est pas toujours écrit proprement. Et donc, certaines personnes peuvent se retrouver avec un site internet, donc là, sans intervention d'une personne qui aurait mal fait quelque chose, mais qui est faillible parce qu'il a une faille. Et en plus, par-dessus ça, évidemment, hein, les pirates, ils se sont accaparés l'intelligence artificielle comme nous, même mieux peut-être. Et l'intelligence artificielle, en fait, leur permet d'être beaucoup plus efficace sur les éléments précédents. Alors, sur l'ingénierie sociale, ça va leur permettre de mieux écrire, par exemple, des mails alors qu'eux, ils ne parlent pas français. Sur le phishing, ça va permettre de plus facilement faire le lien entre des gens qui sont dans une entreprise, qui auraient un compte sur LinkedIn, qui auraient dit qu'ils faisaient ça, etc., malheureusement. Du coup, ça permet de construire des scénarios d'escroquerie, de manipulation crédibles, en fait. Et l'IA les aide aussi beaucoup à trouver des failles très rapidement dans les différents outils, logiciels, plateformes mis en ligne pour essayer de trouver un point d'entrée. Voilà pour la partie, alors non, pas tout à fait, pardon, j'avais oublié. Donc voilà, en tout cas, pour les outils et les techniques d'attaque. Et le dernier point, pour bien que vous compreniez la situation, c'est qu'aujourd'hui, les pirates, ils sont dans ce qu'on appelle, vous avez entendu, le darknet, dans une zone en fait d'internet qui est pas visible. Il faut un logiciel pour y accéder. Ça existe depuis très longtemps. Le darknet, à la base, c'était fait pour l'armée, c'était fait pour les opposants au régime, mais des gens beaucoup moins bien intentionnés s'en sont emparés et en profitent parce qu'en fait, c'est un espace anonymisé. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un peu l'idée. Et en plus, par-dessus ça, vous avez les crypto-monnaies qui permettent de faire des transactions financières de manière, entre guillemets aussi, anonyme.
Et donc, tout ça a fait, alors avec une criminalité classique aussi à côté, qu'il y a tout un écosystème qui s'est construit au fil des années et aujourd'hui, ça explose complètement. Ils sont très, très organisés et ils sont vraiment dans une économie parallèle avec des acteurs qui vont intervenir sur les différents besoins. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce niveau d'attaque aujourd'hui. Et effectivement, comme l'a dit Elodie, la France est particulièrement ciblée pour différentes raisons. D'abord, on est un pays riche, tout simplement. Donc, les entreprises peuvent être tentées de payer la rançon parce qu'elles vont avoir des aides derrière pour survivre. Et puis, on a aussi beaucoup de compétences. Et donc, dans les cyberattaques, il y a la volonté aussi de capter énormément d'informations qui peuvent servir à développer des technologies ailleurs, etc. Alors, un petit quiz. Donc, sur le Darknet, alors, le petit quiz, je ne sais pas comment je vais le faire parce que c'est tout le monde sous micro pour répondre, ça ne va pas être très simple. Non, mais on Mais peut utiliser le chat, la conversation. voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, Elodie, je te laisse regarder. Mais à votre avis, quel est le prix d'une carte bleue sur le Darknet? Alors, une carte bleue, ça veut dire le numéro qui s'affiche, la date. Une vraie carte bleue, piquée à quelqu'un, tu veux dire? Non, non, les numéros de carte bleue. Oui, enfin, je veux dire, mais authentique, qui appartient Oui, oui, tout effectivement. à fait. Une carte Oui, bleue tout à volée. fait. Oui, 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 tout à fait. Ou qui seraient des numéros de carte bleue qui seraient volés parce que vous les avez mis sur un site qui, en fait, n'était pas du tout légitime, tu vois, par exemple, D'accord. avec le cryptogramme. Alors, est-ce qu'on a des réponses, Elodie? Alors 10 €, 15 €. C'est pas mal, ouais. Ouais, alors, c'est moins, en fait. C'est moins parce que, pardon, parce que, bah, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors après, il y a des fois des gens qui réagrègent des numéros, donc ils vendent un peu ça en bloc mais ça vaut quand même 5 €. Donc quand on arrive à pirater, C'est pas cher. alors souvent, ils les captent en faisant des fausses campagnes, hein, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais normalement, justement, les e-commerçants ne sont pas censés stocker les numéros de carte bleue, donc j'espère bien que personne ne le fait. Au petit conseil du jour. Voilà. Alors, à votre avis, quel jour et à Tu quelle veux heure les dire ne pas cyberattaques? les garder préenregistrés dans son portable? Non, non, je veux dire sur le site de e-commerce, ne pas stocker les numéros de carte bleue. Ah oui. Mais en général, il y a un module de la banque qui fait l'interface, quoi. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, quel jour et à quelle heure les cyberattaques arrivent le plus? Alors mardi, lundi, samedi. Alors, non. Alors, ça arrive le vendredi à 17 h. Pourquoi? Alors, évidemment, il y a des tentatives toute la semaine, bien entendu, mais quand ils veulent vraiment créer une attaque et particulièrement un rançongiciel ou vous faire un virement frauduleux, ils préfèrent le vendredi à 17 h. Parce que le vendredi à 17 h, enfin, je dis 17 h, vous avez compris l'idée, le moment de partir, en fait. Fin de journée, donc d'abord, les gens, vendredi, commencent à être fatigués, donc c'est plus difficile d'être vigilant. En plus, ils veulent partir parce que chacun a sa vie et c'est bien normal. Donc, on va avoir tendance à... Ils vont mettre la pression pour que les gens fassent une action et on va avoir tendance à la valider plus facilement le vendredi et pas de vérifier si cette action est légitime. Et en plus, typiquement pour un... Alors, ça vaut pour le virement aussi, en fait. Pour le rançongiciel, ça veut dire que si le rançongiciel ou le ransomware a pu s'installer dans l'entreprise, il va avoir tout le week-end pour explorer tout le réseau, voir où sont les sauvegardes, bloquer les machines, etc. Alors qu'en semaine, peut-être que le lendemain matin, quelqu'un va voir qu'il y avait un problème et l'attaque va être arrêtée plus tôt. Et pour le virement, c'est un peu la même chose parce que les virements, vous n'avez que 48 heures pour récupérer un virement qui n'aurait pas dû être fait. Donc évidemment, une fois que vous avez passé le week-end, c'est complètement foutu. Vous ne pouvez pas récupérer votre virement. Alors, le coût des cyberattaques en France en 2024, si vous avez été attentif, Elodie vous l'a donné tout à l'heure. Elodie, tu n'as pas le droit de répondre. Et donc moi je sais.
Le point important, c'est une évaluation, hein. Donc, là-dedans, ils mettent en fait ce que ça a rapporté aux cyberattaquants, bien entendu, mais le coût pour les organisations. Et il faut savoir que quand on a une attaque, eh bien, il y a d'abord, des fois, les gens ne peuvent plus travailler. Donc là, on a une perte d'exploitation, donc ça a un coût. Les entreprises doivent racheter certains supports, peuvent racheter des ordinateurs, des choses comme ça. Enfin voilà. Et puis après, le coût de l'intervention des prestataires, etc. Alors, est-ce que tu as des valeurs? Est-ce qu'ils ont été attentifs ou pas, Elodie? Alors, j'ai 29 milliards. Pas mal, pas mal. C'était presque ça. Il manque un. Voilà. Il manque un 129 milliards. C'est Et ça. alors, c'est très intéressant parce que vous voyez que, alors c'est Statista hein, qui fait des évaluations, mais on voit vraiment qu'on a explosé. Donc ça s'explique vraiment par une structuration qu'on voit hein, depuis plusieurs années de l'écosystème cyber. Il y a vraiment des gens, c'est leur métier d'étudier les groupes de cybercriminels, comment ils sont organisés. Il faut voir bien entendu qu'il y a un mélange très fort avec le crime organisé classique, j'ai envie de dire, et puis aussi avec les États qui sont pas très démocratiques et qui tremblent dans tout ça. Donc forcément, ça a un impact sur cette organisation et donc qui fait qu'ils sont de mieux en mieux, ils sont de plus en plus efficaces, je veux dire. Et donc les attaques ils atteignent plus de monde. Et bien entendu, qu'il y a aussi un impact avec l'intelligence artificielle qui leur a permis d'être beaucoup plus efficaces dans les attaques, malheureusement. Et à votre avis, le principal vecteur d'attaque? Par quels moyens les cyber attaquants attaquent, c'est ça? Exactement. Hein? Ouais. La première chose qu'ils utilisent pour essayer d'attaquer. On a des réponses ou pas? Alors, les réponses, on a des mails ou réseaux sociaux. Eh bien, très bien, c'est le mail. C'est le mail. Et oui, alors, et c'est vrai que les réseaux sociaux, ils essayent pas mal aussi, hein, puisque là, on est vraiment dans la manipulation sur les réseaux sociaux, hein. On a vu des cas où c'est des faux candidats qui contactent l'entreprise et donc ils en profitent pour essayer, ou des faux recruteurs qui vont contacter des gens qui ont, alors ça va être plutôt pour du vol de savoir, qui vont contacter des gens qui sont à un poste hyper stratégique dans une entreprise et ils vont essayer de profiter du faux entretien de recrutement pour voler de l'information, tout simplement. Mais le mail, ça reste le premier vecteur d'attaque. Parce que le mail, c'est pas très sécurisé et donc c'est très facile de faire comme si on était le propriétaire légitime du mail. Donc ça, on en reparlera aussi, mais c'est tout un ensemble de réglages et de protocoles qu'il faut mettre en place pour essayer de sécuriser, en tout cas, son mail, son nom de domaine à soi. Je crois que c'est tout dans les questions. Et donc, on va passer au cas du e-commerce, parce qu'en fait, je vais prendre tout ce que je vous ai raconté et je vais l'appliquer au e-commerce. Alors, comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est que le e-commerçant, il est directement sur Internet. Et il fait ses affaires, ou la e-commerçante, pardon, il fait ses affaires sur Internet. Donc là, il a une exposition qui est maximale. Il y a des entreprises qui arrivent un peu à être protégées parce qu'en fait, on ne les voit pas trop, on ne sait pas trop ce qu'elles font. Et du coup, c'est plus difficile de les atteindre. Alors, la première question, donc Élodie a évoqué tout à l'heure la question de la chaîne de valeur. Donc, en fait, il y a toute la question aussi déjà, il y en a peut-être qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore créé leur boutique en ligne, et donc qui se posent la question de comment créer sa boutique en ligne et quelles sont les précautions à avoir. Alors, la première chose qu'il faudra faire, c'est le nom de la boutique. Donc, vous allez décider, c'est pas forcément le nom de votre entreprise, vous pouvez créer une marque. Donc là, dès qu'on parle de marque, vous savez qu'on va parler d'INPI, vous savez qu'il faut déposer la marque, qu'il va falloir acheter des noms de domaine, etc. Donc ça, c'est des choses dont il faut se préoccuper dès le départ. Faire attention aussi à ne pas être sur un nom de domaine ou une marque qui existe déjà ou qui est trop proche, parce que déjà, en dehors de la cybersécurité, vous allez avoir des problèmes avec les propriétaires du nom qui est trop proche. Donc ça, c'est plus de la protection économique, on va dire. Donc, je vous disais, il va falloir acheter un nom de domaine.
et puis le site en lui-même. Il va falloir créer le site de vente. Donc là, alors, je n'ai pas de réponse toute faite. Hein, ça, je pense que ça dépend complètement des acteurs, de ce qu'ils vendent, du projet qu'ils ont. Mais quand on crée un site de vente, en fait, on ne le fait pas. Alors, on peut le faire tout seul, justement. Mais tout dépend de jusqu'où vous voulez aller. Mais grosso modo, vous allez avoir le choix entre des plateformes qui existent déjà et en fait, vous créez vos comptes et vous allez ajouter vos produits, etc. Je crois que c'est Shopify qui propose ça, si je ne dis pas de bêtises. La question, dans ce cas-là, c'est il faut vous poser des questions sur cette plateforme. Est-ce qu'elle est sécurisée? Quelle mesure de sécurité elle vous promet? Enfin voilà, il faut regarder un petit peu les avis sur la plateforme, il faut prendre conseil et aussi faire très attention parce que vous avez quand même une obligation de respecter le RGPD, donc le Règlement général de protection des données personnelles. Et il y a certaines plateformes qui ne sont pas en France. Alors, dès que vous êtes sur des sites non européens, c'est plus difficile de respecter le RGPD. Et puis, vous pouvez choisir de faire une application web. Donc, ça va dépendre en fait du niveau où vous voulez aller avec votre site e-commerce. Donc, un des plus connus, c'est PrestaShop, typiquement. Enfin, moi, je pense à celui-là, mais je sais qu'il y en a pas mal. Et donc, souvent, vous allez passer par un prestataire ou alors vous avez un informaticien ou une informaticienne en interne. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut déployer comme ça. Donc, une application web, ça veut dire qu'on prend un hébergement dans un data center. Donc, il va falloir choisir l'hébergement, il va falloir choisir le data center. Il faut que le data center vous offre un certain nombre de conditions de sécurité également, justement par rapport aux attaques DDoS. Typiquement, une attaque DDoS, ce n'est pas vous qui allez pouvoir lutter contre ça, c'est vraiment votre hébergeur qui doit vous proposer une solution, une installation sur les serveurs qui vous garantisse qu'il sera capable d'absorber le choc de l'attaque DDoS. Il faut donc qu'il y ait un certain nombre de conditions de sécurité. Donc là, il y a déjà la question, et c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en cybersécurité. Bien entendu, vous avez des comportements de sécurité à avoir dont on reparlera à la fin, qui sont plus généraux. Mais le fait de poser des questions à vos prestataires, aux gens que vous choisissez pour travailler, et de regarder dans les conditions, dans les contrats qui vous offrent bien le bon niveau de sécurité, c'est absolument essentiel. Et donc, pour l'application web, il faudra choisir un prestataire qui est en capacité, ou avoir des gens en interne qui sont en capacité de déployer cette application web sur l'hébergement que vous avez choisi, en cochant un petit peu toutes les clés de la sécurité. Donc, si je reviens sur le nom de domaine, les risques, ça va être le typo-squatting. Donc, le typo-squatting, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pirate, il ne va pas vous attaquer directement, il va utiliser votre notoriété. Donc ça, on en a vu beaucoup. On a malheureusement beaucoup de gens qui nous appellent pour ça. Ils ont un site de vente en ligne. Et en fait, le pirate va créer un site enfin, il aspire tout le site. Alors, avec l'intelligence artificielle, il fait ça en 2-2. Il aspire le site et il va créer un site qui va s'appeler, soit par exemple, vous avez une entreprise qui s'appelle entreprise Alpha, mais votre site internet, c'est Alpha Shop, je dis n'importe quoi. Il va peut-être créer un nom de domaine entreprise Alpha parce que vous n'avez pas pensé à déposer un nom de domaine au nom de votre entreprise, mais juste au nom de votre marque. Enfin voilà, ça c'est toute une stratégie, c'est un peu casse-pied, je le reconnais. Ou alors il va créer votre site, il s'appelle Alpha Shop, mais vous n'avez pas créé avec toutes les extensions possibles et imaginables. Donc il va créer avec l'extension .ch qui est celui de la Suisse, par exemple. Et les gens qui viennent sur votre site pour acheter, en fait, il va se débrouiller pour faire remonter son site dans Google. Donc ça, ça pose quand même des questions, mais c'est comme ça. Et les gens vont aller sur ce site. Il va proposer exactement les mêmes produits que vous, mais à des prix plus intéressants. Et il va encaisser les ventes à votre place, puisqu'en fait, il n'expédiera aucun produit, évidemment, aux personnes. Mais par contre, il aura pris votre identité sur le site, il mettra le sirène de votre entreprise, etc. Donc, alors ça, c'est très compliqué à contrer. C'est pour ça qu'il faut avoir une surveillance de sa marque.
comme ça pour pouvoir agir immédiatement. Donc, alors, je vous préviens, quand ça arrive, c'est un peu casse-pied parce que dans ce cas-là, il faut porter plainte, il faut faire des demandes aux hébergeurs et au registrar, c'est l'entité qui a enregistré le nom de domaine illégitime, avec le dépôt de plainte pour qu'il retire le site qui est clairement un site à volonté malveillante. Mais quand même, c'est bien d'essayer d'acheter quand même plusieurs noms de domaine, le .org, le .net, le .fr, c'est pas un coût si énorme que ça. Et déjà, ça élimine un petit peu de risque de typo-squatting. Et puis ensuite, le typo-squatting, ça va être aussi d'essayer d'envoyer des mails en se faisant passer par vous, justement, en achetant un nom de domaine qui ressemble à votre nom de domaine. Et puis, il y a le détournement tout simplement, c'est-à-dire qu'il faut que le nom de domaine soit sécurisé, donc déjà avec un dépôt à l'INPI ou l'enregistrement de la marque, de façon à ce que si jamais vous n'avez pas fait attention et que vous avez dépassé les dates de renouvellement ou de validation ou quoi que ce soit, le pirate ne puisse pas racheter votre nom de domaine et votre marque. Et puis, il y a les verrous de registre qui permettent aussi d'éviter que le nom de domaine soit modifié pour pointer sur le site du pirate et plus sur votre site. Voilà, donc ça, alors je vous le dis franchement, hein, le mieux c'est de se faire accompagner par des experts sur ces sujets-là pour faire les réglages au mieux. Et donc pour la partie plateforme, prestataire, hébergement, donc je vous le disais tout à l'heure, il faut vérifier les conditions de sécurité offertes par les différents choix que vous allez faire. Quels sont les engagements, quel est l'engagement du prestataire en termes de cybersécurité? Il y en a qui sont vraiment tout de suite, ils vont vous parler de sécurité. Quand un prestataire qui intervient sur ce genre de choses ne parle pas du tout de sécurité, c'est quand même un peu ennuyeux. Et on a malheureusement des gens qui se retrouvent avec des gros problèmes parce qu'en fait, le prestataire ne prenait pas en compte la sécurité, ce qui aujourd'hui est absolument insensé, mais malheureusement, ça arrive. Et on a aussi la sécurité de l'hébergement, malheureusement, qu'il faut regarder. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Hein. Donc, bon, ceux-là, ils datent de 2024. Enfin, en tout cas pour Shopify. Mais Shopify, alors, Shopify, il avait eu une fuite de données, mais parce qu'il avait justement, lui, utilisait un prestataire qui n'était pas assez sécurisé et qui a déclenché, qui a permis à des pirates d'extraire toutes les données clients de Shopify. Donc, bah, c'est quand même pas génial. On voit sur PrestaShop, je vous en parlais tout à l'heure, qu'il y a 250 000 boutiques qui utilisent PrestaShop. Et il y a quand même des failles qui sortent assez régulièrement. Mais après, il y a tellement de modules dans PrestaShop, il y a tellement de choses, il y a tellement de versions. Il y a eu une faille par injection SQL, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre la main sur la base de données en faisant une requête dans le site. Et il y a 5000 boutiques qui ont été compromises et toutes les données des boutiques ont été mises en vente sur le Darknet. Et là, bah, j'ai vu qu'en mars, là, début mars, WordPress a fait une faille de sécurité critique. Donc, alors après, ce n'est pas forcément des sites de e-commerce, mais bon, c'est toujours un petit peu embêtant. Alors, si on prend la boutique, alors vous avez fait vos choix technologiques, vous avez votre site qui est en ligne, et maintenant, vous avez votre boutique qui est en ligne. Donc, les points d'attention, les risques par rapport à cette boutique, ça va être, vous, votre objectif, c'est que le site soit toujours accessible, donc être protégé des attaques DDoS, que votre catalogue reste intègre. On a vu des cas justement avec des failles comme dont je vous ai parlé tout à l'heure d'injection SQL qui permettait de changer les prix. Alors là, ça va être peut-être ponctuellement, mais quelqu'un qui va réussir à acheter un produit pas du tout au prix où vous l'aviez mis. Donc ça va être plus ponctuel comme attaque, mais c'est quand même gênant. Donc voilà, donc je vous parlais de la disponibilité du site. Hein, donc quand je parle de disponibilité du site, je fais référence aux attaques DDoS. On a le module de paiement qui est extrêmement ciblé par les attaquants. Donc ce qu'ils essayent de faire, c'est de modifier votre portail, votre site de e-commerce pour que tout le processus de commande se passe chez vous et juste au moment du paiement, en fait, il va réussir à renvoyer sur un service de paiement qu'il maîtrise et pas sur le service de paiement légitime.
Donc, il faut être particulièrement vigilant sur la partie paiement et la sécurité qui va avec et les solutions de paiement que vous allez choisir, puisqu'en général, c'est des modules et il peut y avoir différents systèmes que vous utilisez. Et donc, ça reposera aussi sur la façon dont ça sera intégré peut-être par votre prestataire. Donc, en général, sur les sites, les portails e-commerce ou les sites internet en général, le risque, c'est les failles XSS, les injections SQL, donc qui arrivent à modifier en direct le site et donc qui vont donner accès, enfin, le pirate pourra modifier quelque chose dans le site internet. Il y a les modules malveillants, c'est-à-dire que vous voulez ajouter un module qui vous permet de gérer les commentaires et en fait, il faut être vraiment vigilant. Ils essayent tout le temps de pousser des modules qui contiennent des failles et donc, si jamais ces modules-là sont poussés, eh ben, ils vont pouvoir exploiter les failles euh, pour vous attaquer. Et il y a aussi des mauvaises configurations au niveau du serveur, au niveau du site. Typiquement, si on prend PrestaShop, enfin, la configuration de base de pas PrestaShop, pardon, WordPress veut que la partie admin de WordPress, c'est WP-admin. Donc, en général, tout le monde change ce lien-là pour que le pirate ne puisse pas accéder à l'admin. Donc, ils ont prévu des modules de sécurité. Mais vraiment, c'est important de le faire. Dans PrestaShop, je ne me souviens pas s'il y a un lien de base pour l'admin, mais c'est la même chose, il faut le changer si vous avez un accès direct à l'admin via le site de e-commerce. On va en parler juste après. Pour revenir sur ce que je vous disais, donc vraiment quand vous ajoutez des modules ou des extensions, soyez très vigilants sur la réputation de l'extension. Et donc après, si c'est un prestataire qui le fait, bon, normalement, s'il s'est engagé sur la sécurité, il sera vigilant là-dessus. Et ça, je vous le redis quand même au cas où, il n'y a que les entreprises qui sont PCI DSS qui ont le droit de stocker des numéros de carte bleue. Donc, surtout, à aucun moment, vous n'acceptez un module de paiement qui vous ferait, vous, stocker des numéros de carte bleue. C'est interdit par la loi. Et puis, il faut sécuriser aussi les comptes clients. C'est important que dans votre déploiement de la boutique, il y ait vraiment des actions, enfin des choix qui soient faits pour que le compte client soit sécurisé et que les clients ne puissent pas se faire pirater leur compte trop facilement. Après, s'ils ont tout donné à un pirate, c'est quand même pas simple. C'est vrai que pour de la vente en ligne, avoir de la double authentification, c'est un petit peu lourd, mais après, il y en a qui le font. Mais en tout cas, si par exemple vous avez des tentatives de tests de mots de passe à intervalles trop proches, il faut que ça soit bloqué. Donc ça, c'est des systèmes de surveillance des sites qui vont permettre de bloquer des actions qui sont clairement pas humaines. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de bloquer les robots qui essayent de venir sur le site et de faire un certain nombre d'actions. Caroline, je peux me Oui, permettre de vous couper, juste on a une mais bien question sûr. dans le Bien sûr, chat. oui, oui. Je vous écoute. Il y a Isabelle qui nous demande quel type d'expert fait les verrous de registre. Alors les verrous de registre, ça va être avec des gens qui sont spécialisés dans les sites de e-commerce et avec les hébergeurs. Ok, merci beaucoup. Mais Isabelle, après, n'hésitez pas si oui, vous voilà. avez. Après, je pourrais. Alors, je vous avoue que là, comme ça, j'en ai pas en tête, mais normalement, vous avez. C'est en fonction de. C'est avec votre hébergeur. C'est votre prestataire qui va gérer l'hébergeur. Ok, merci. Alors là, je regardais un petit peu. Donc, je vous ai parlé de l'attaque des DOS tout à l'heure. Donc, vous avez vu que la Poste avait énormément subi d'attaques décembre. C'était de l'attaque des DOS. Donc, vraiment, ils bloquaient le service en ligne qui permettait de gérer la validation des colis. Bon, je ne me rappelle plus exactement du détail, mais grosso modo, il y avait une perturbation dans la distribution des colis. Bon, vous pouvez imaginer sur un site de e-commerce l'effet que ça peut avoir. Et puis, alors ça date un peu, hein, ça date de 2024, mais on a dans le Tarn un hébergeur de site internet. Alors, je ne sais pas s'il y avait des sites de e-commerce, mais je crois qu'il y en avait dans le tas, qui a été attaqué et tous les sites de... Ah bah si, il y avait le site de e-commerce de la marque, pardon, de la marque Sorez, pardon. Mais donc, vous voyez, des sites de e-commerce qui ont été impactés. Bon, alors heureusement, il a réussi à remonter les sites en 24 heures, mais ça veut dire que pendant 24 heures, les e-commerçants qui étaient chez cet acteur
ne pouvait plus, ne pouvait plus fonctionner, quoi. Donc on voit que ça arrive, malheureusement. Alors, l'autre point qui peut être, dont on doit où il faut être vigilant, c'est la partie administration. Parce que là, je vous ai parlé de la boutique, mais en règle générale, il y a une partie administration de cette boutique avec la gestion des commandes, avec la mise à jour des catalogues produits, avec la mise à jour des prix. Alors, tout dépend comment chacun fonctionne, mais on peut avoir des imports de prix fournisseurs, enfin, on peut avoir pas mal de choses. Donc souvent, l'administration des sites de e-commerce, elle est sur la même URL. Et elle va être justement avec un wp-admin ou je vous dis n'importe quoi. Donc ça, il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que les pirates, ils le savent. Donc ça, il faut essayer de changer ça. Donc ce qui peut être fait, c'est utiliser un autre nom de domaine pour gérer l'administration du site. Ou bloquer des IP quand on est sur la partie administration. Ça veut dire, alors ça dépend comment vous fonctionnez, mais si vous êtes dans une entreprise, enfin je veux dire, tout le monde travaille dans un bâtiment où il y a une connexion Internet avec une IP fixe, eh bien on peut bloquer les IP et donc dès que les gens essayent de se connecter sur l'administration et qu'ils ne sont pas dans le bâtiment, ça ne fonctionnera pas et on peut, si les gens ont besoin de travailler en télétravail, utiliser un VPN pour permettre quand même de travailler. Ça peut être des solutions pour éviter que la partie administration qui est beaucoup plus sensible que juste le site de e-commerce ne soit pas attaquable par des pirates en direct. Donc, évidemment, les risques sur la partie administration du site e-commerce vont dépendre du choix technologique de départ. Donc, c'est difficile de les lister. Il faut essayer de se positionner dans le cas qu'on a choisi et quels peuvent être les risques. Le plus gros risque, c'est la compromission de compte, c'est-à-dire que quelqu'un arrive à se connecter sur la partie administration. Et là, évidemment, en fonction des droits de la personne dont il va prendre qu'il va usurper, eh bien, ces actions peuvent être fortes ou pas. Pardon, alors hop, voilà. Le risque, c'est la fuite de données aussi, hein, et donc on a bien vu, hein, alors je vous les ai mis après, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs enseignes qui ont subi des grosses fuites de données, et en règle générale, ça a été un compte compromis. C'est pas par injection SQL et ils ont réussi à extraire la base de données. Non, ils ont réussi à voler l'identité de quelqu'un dans l'entreprise, en tout cas son identité, login, mot de passe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sécurité sur les connexions des personnes qui utilisent l'administration. Et là, par contre, il faut être beaucoup plus exigeant sur cette connexion-là avec, par exemple, la double authentification. Et puis, quand ils arrivent à voler des données, ils font du chantage. C'est quelques exemples des actions qu'ils peuvent mener, malheureusement. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un suivi des failles qui peuvent apparaître par rapport à la technologie que vous avez choisie. Donc, ça, souvent, on confie ça à son prestataire. Souvent, vous avez des prestataires qui vont gérer votre portail. Donc, c'est à lui de bien surveiller les failles et de faire les mises à jour. Il faut avoir un système de sauvegarde et on appelle ça un plan de continuité d'activité. Donc, peut-être un site qui est prêt à être remonté sur un autre serveur et hop, on fait repointer l'URL du site marchand sur ce nouveau serveur pour pouvoir continuer à travailler. Enfin, ça se réfléchit en fait. Ça va vraiment dépendre de votre organisation, mais en tout cas, il faut se poser la question, si demain mon site ne marche plus, qu'est-ce que je fais? Après, il y a des personnes qui, suivant le type de fonctionnement, suivant les produits qu'ils vendent, ils peuvent se permettre d'avoir une interruption d'une journée. Il y en a d'autres, ils ne peuvent pas du tout. Je fais un Donc, peu le timekeeper, Caroline. Hein. Oui, bien Donc, sûr. voilà, regarde un petit peu le temps. Il reste 5 minutes. Eh ben, très bien. Il faut 5 minutes. sécuriser, il faut renforcer les accès. Donc, en général, la double authentification, c'est quand même une bonne façon de bloquer le pirate. Même s'il a réussi à récupérer un mot de passe, en fait, quand il va chercher à se connecter, il va être bloqué par la double authentification. Et puis, il faut que vous sachiez qui a accès à vos données, qui rentrent sur votre système, parce que vous pouvez donner des accès à des fournisseurs, à des prestataires qui vont travailler votre SEO. Enfin, voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous avez des partenaires. Ça, on l'entend bien, mais il faut être vraiment vigilant sur sur les accès que vous donnez à votre site internet, à votre partie administration.
pour pouvoir surveiller que la faille ne vienne pas d'eux. Donc justement, on a 2 fuites de données. Donc il y a Truffaut, et quand il y a eu Truffaut, c'était l'année dernière, il y a eu Boulanger, il y en a eu plein. Et en fait, c'était un prestataire qui stockait leurs données qui s'est fait pirater, et du coup, ils se sont retrouvés exposés. Et là, par contre, pour Mano, ça date de février, et ils ont eu quand même 37,8 millions de comptes compromis. Et là, en fait, c'est un prestataire qui avait un accès sur leur administration qui n'a pas été vigilant et qui a laissé fuiter ses accès. Voilà. Donc, C'était le alors, cas de Darty aussi que j'ai donné en exemple là, avec 80 000 clients. oui, C'était chez un exact, tout prestataire. à fait. Ouais. Ben voilà, donc, alors, il y a les données qui sont hébergées chez le prestataire, et le prestataire ne fait pas attention. Donc là, c'est là où il faut être vigilant dans les contrats, et leur dire que si ça arrive, vous allez vous retourner contre eux et ils iront au tribunal. Donc ils font plus attention. Mais il y a aussi, là, dans le cas de Mano, c'est le prestataire qui se connectait sur leur administration pour faire une action, je ne sais pas laquelle, et qui en fait n'a pas été vigilant avec ses codes d'accès, quoi. Donc après, dans le e-commerce, alors tout dépend comment vous fonctionnez, mais certains e-commerçants stockent les produits et même organisent les livraisons, ou tout du moins vont les donner à des transporteurs. Donc, évidemment, le risque, vous vous en doutez, j'arrive plus à parler, je suis désolée, vous vous en doutez, c'est essentiellement le blocage. Ça, c'est le plus gros risque. Et ça peut arriver typiquement. Alors là, je vous donne un exemple. Alors, je ne sais pas si Vinovali ne fait pas aussi du commerce de vin en ligne, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire que Vinovali produit du vin, ils ont pris un rançongiciel, ils ne pouvaient plus travailler, ils ne pouvaient plus rien faire, ils ne pouvaient plus produire de vin, ils ne pouvaient plus faire de carton, ils ne pouvaient plus expédier. Ils avaient des commandes, ils ne pouvaient plus expédier, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, c'est vraiment le plus gros risque sur cette partie-là. Il faut être vraiment vigilant. Et c'est aussi sur ces parties-là où il faut avoir prévu un plan de continuité d'activité si jamais tout était bloqué, avoir un autre système à remonter pour pouvoir continuer à travailler. Alors, je crois que j'ai fait sauter le partage sans faire exprès. Excusez-moi. Donc, j'ai Oui, presque je te fini. confirme. Donc, un petit point, j'insiste, la fraude au changement de RIB. Donc, voilà comment fonctionnent les pirates. Donc là, la fraude au changement de RIB, c'est parce que, OK, vos clients vous payent par carte bleue sur le site, mais par contre, vous payez tous les produits que vous avez achetés à votre fournisseur. Souvent, ça va être des virements ou des choses comme ça. Donc, quelqu'un chez vous, peut-être la personne qui a la comptabilité, va recevoir un mail de votre fournisseur habituel. Vous avez acheté 250 frigos, donc je peux vous dire que la note, elle est salée. Et il va vous dire, au fait, pour ma facture de frigo, en fait, on a changé de RIB. Et là, en fait, les pirates, ils savent que vous vendez des frigos, ils savent que vous travaillez avec tel fournisseur parce que voilà. Et peut-être qu'ils ont piraté en fait la boîte mail de votre fournisseur. C'est ça. En fait, le plus gros problème, c'est que souvent, quand il y a des fraudes de changement de RIB, c'est qu'il y a une boîte mail quelque part qui a été piratée, qu'ils ont vu qu'il y avait des interactions, qu'il y avait des contrats, qu'il y avait des factures qui étaient échangées. Et à un moment, ils se positionnent et là, ils envoient le RIB au moment où c'est le plus important. Et donc, la personne ne se méfie pas. Donc, ils vont identifier l'entreprise cible, ils vont pirater une boîte mail stratégique, ils vont surveiller ce qui se passe et puis ils vont intercepter des factures. Ils vont créer un nom de domaine qui est proche, un compte bancaire qui ressemble ou ce que vous voulez. Et puis, ils vont envoyer un RIB en disant, voilà, on a changé de RIB, merci de nous régler les factures qui sont en souffrance. Et donc, la personne qui a la comptabilité, elle ne va pas se méfier. Donc, il n'y a qu'une seule façon de procéder quand on vous dit qu'il y a un changement de RIB. Vous appelez votre contact habituel et vous lui demandez s'il y a vraiment un changement de RIB. Malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Et par contre, si vous détectez quelque chose comme ça et si vous apercevez que vous avez reçu des RIB qui sont pas, qui sont faux, il faut tout de suite prévenir toutes les parties prenantes que chacun fasse des contrôles des accès aux boîtes mail parce que malheureusement, c'est sûrement qu'il y a quelqu'un qui est dans le système. Donc voilà, contrôle des RIB par contre-appel, et puis bien sûr tout ce qui est double authentification pour sécuriser les boîtes mail. Alors souvent nous on donne 10 règles pour bien démarrer. Je les ai un petit peu adaptées au cas du e-commerce, mais on retrouve quand même toutes les règles de cybersécurité. Donc déjà, il faut que les collaborateurs soient sensibilisés. Il faut que tout le monde dans l'entreprise soit sensibilisé, sache comment on utilise l'outil informatique, parce que eux, ils accèdent à la plateforme, etc. Donc la faille peut venir d'eux s'ils sont mal informés.
Et c'est bien d'avoir une charte informatique qui leur précise bien comment on utilise l'outil informatique et en respectant les règles de l'organisation. Et typiquement, je ne veux pas trop rentrer dans ce détail-là, mais bien entendu, l'utilisation d'intelligence artificielle dans le cadre de l'entreprise doit être extrêmement encadrée, surtout si on veut utiliser des IA publics qui sont des éléments de fuite de données énormes. Dans le cas des e-commerçants, alors on demande aux entreprises de bien savoir quelles sont leurs données et quels sont tous les devices, les biens supports qui supportent les données. D'autant plus quand on est un e-commerçant, il faut bien maîtriser ses applications, les flux de données et les supports pour savoir si on a bien, pour vérifier qu'on a bien mis la sécurité partout où il fallait et que les gens ont accès à ce qu'ils doivent accéder et pas à trop de choses. Donc, typiquement, par exemple, le risque, c'est d'avoir un stagiaire et de lui donner accès à tout et qu'il fasse une énorme bêtise. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette maîtrise des droits et des accès des utilisateurs. Et donc, pour un e-commerçant, il faut aussi maîtriser les accès des clients et vérifier ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire. Il faut avoir une politique de sauvegarde, bien entendu. Une politique de mise à jour de tous les correctifs de sécurité. Alors là, c'est vraiment hyper important pour s'assurer que son site est protégé. Et puis avoir une politique de double authentification ou de renforcement de la sécurité. Donc pour les clients, ça peut être, il tape 3 fois son mot de passe, c'est bloqué, alors qu'en interne, il faut de la double authentification, il faut déployer des coffres-forts à mot de passe, parce qu'évidemment, on manipule beaucoup de mots de passe. Si vous n'avez pas de coffre-fort à mot de passe, c'est très compliqué de s'en sortir. Il faut quand même des éléments de sécurité, hein. Là, je parle de la technique informatique classique, sécurité, pare-feu, antivirus, anti-spam. Il peut y avoir des pare-feux, enfin, il y a même, c'est même obligatoire, des pare-feux sur votre serveur où il y a votre site internet qui va justement détecter qu'il y a des connexions de Chine ou de pays où vous n'êtes pas censé faire des affaires. Du coup, vous les bloquez directement. C'est aussi simple. Si on peut avoir une base de données chiffrée, c'est encore mieux. Et puis, il faut se préparer. Il faut réfléchir, voilà, si j'ai une cyberattaque, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Plus vous êtes préparé, plus vous aurez une bonne réaction si ça arrive et moins les impacts seront forts. Et il faut maîtriser ses fournisseurs et ses partenaires, vérifier qu'ils sont bien sécurisés. S'ils ne sont pas sécurisés, il faut les encadrer complètement pour pas qu'ils présentent un risque pour vous. Et puis, bon, bah, surtout, bien entendu, ça fait beaucoup de choses, donc il faut se faire accompagner. Et comme je vous l'ai dit, on a un écosystème qui est très riche en Occitanie, avec toutes les tailles d'entreprises qui font de la cybersécurité. Donc vous pouvez trouver un acteur qui correspond à vos besoins et qui est dans votre dynamique pour vous accompagner sur ces sujets. Juste un petit Super. mot sur le service d'urgence cyber. Pardon. Oui, bien sûr. Voilà, si vous avez un souci, vous nous appelez et on vous aidera au moins à comprendre ce qui se passe, vous trouvez quelqu'un qui peut intervenir, vous aider sur le dépôt de plainte et vous indiquer vraiment toutes les actions que vous pouvez faire par vous-même. Et quelques guides, voilà. Donc, dans les acteurs de référence, je vous dis, il y a l'ANSSI, il y a aussi cybermalveillance.gouv.fr. Donc, ils ont 2 guides sur la sécurisation des sites internet que je trouve assez intéressant. Et puis après, vous avez le guide des bonnes pratiques de l'informatique pour les TPE-PME, qui est toujours une base classique. Et puis aussi travailler sur la gestion de crise, ce qui vous permet, parce que en plus, en tant qu'e-commerçant, si vous avez un problème, il va falloir que vous communiquer à vos clients, donc c'est bien de l'avoir préparé aussi en amont. Et puis j'ai vu aussi que la FEVAD avait publié des chiffres sur la cybersécurité, et donc la FEVAD, c'est votre structure qui représente les e-commerçants. Donc c'est bien de voir un peu ce que eux ils proposent sur ces sujets-là. Et voilà. Ah, je me disais, il n'y a pas toutes les URL. Si, elles y sont toutes. Cette fois, j'ai fini. Merci. Eh ben, écoutez, je vous propose de passer. Alors, donc, merci parce que vraiment, c'était très, très complet et très concret, Caroline. Avant de passer à la présentation du dispositif pour vous aider à sécuriser, est-ce que vous avez des questions, voilà, des points vraiment concrets à aborder par rapport à vos cas? Vous pouvez nous redonner le numéro d'urgence. Très bonne question. Bon, après, vous aurez vous aurez la présentation de Caroline également. Mais sinon, c'est le 0871 13 13. Mais après, si vous tapez Cyberrock, vous le trouverez tout de suite. Il y a bien entendu un bouton service d'urgence. Vous cliquez dessus, vous avez tous les éléments. Voilà, bon. Ok, super. Alors, hop, je partage cet écran-là. Voilà. Est-ce que... Ouais, oups, là, ça n'a pas départagé, pardon. Donc, je repartage ma fenêtre. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est bon? Oui.
C'est vrai que oui, c'était assez, enfin c'est vraiment super intéressant ces conseils sont précieux et on peut voir que de la commande jusqu'à la livraison, voilà, tout peut devenir un point de vulnérabilité. Ça fait un peu ça donne un peu le vertige, mais bon, voilà, on n'est jamais assez trop prudent. Et ce qui ressort dans les entreprises, enfin, qu'on accompagne justement dans le cadre de l'EDH que je vais vous présenter, c'est que ces risques sont souvent sous-estimés ou bon, ils sont traités voilà, de manière ponctuelle, sans vision globale, parce que bon, la sécurité, la cybersécurité, pardon, elle peut pas être abordée seule. Hein, elle est directement liée, comme vous l'a expliqué Caroline, hein, à tout votre système d'information, à vos outils, à vos flux de données, à votre organisation, à vos salariés. Donc, autrement dit, voilà, sécuriser son e-commerce, c'est aussi entrer dans une démarche beaucoup plus large est lié également à votre maturité digitale et à votre degré de transformation digitale. Donc, c'est précisément dans ce cadre-là que je voudrais vous présenter le dispositif EDIH. C'est là qui prend tout son sens, puisque voilà, l'idée n'est pas seulement de corriger les failles, hein, bien de vous aider à comprendre toute votre maturité digitale, prioriser vos risques, notamment en cybersécurité, et construire une feuille de route cohérente adaptée à votre activité. Voilà, donc je vais vous montrer concrètement ce que c'est. Donc Occitania EDIH, c'est vraiment un programme, un parcours d'accompagnement européen. C'est un co-financement Europe-Région. L'Europe est partie d'un constat simple, c'est que par rapport à nos amis américains ou asiatiques, nos entreprises européennes avaient un petit peu de retard en matière d'appropriation des nouvelles technologies et de cybersécurité également, parce qu'on a vu qu'on était surtout en France, hein, les derniers. Et donc l'Europe a décidé de mettre des moyens qui ont été délégués aux régions pour aider à repérer des entreprises prête à être accélérée d'un point de vue digital. Et en Occitanie, il y a 3 filières phares que sont la santé, la mobilité et l'agri-agro, qui sont les filières d'excellence sur lesquelles on va, nous en région, aller chercher des projets à accélérer. Donc, vous pouvez en faire partie. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement à 360 sur le digital qui permet un parcours personnalisé, vraiment en fonction de vos besoins, de votre degré de maturité digitale, des experts qui sont à votre écoute et qui sont là pour vous accompagner sur tout un parcours d'accompagnement qui peut durer jusqu'à 3 ans, avec des points réguliers, des conseils ciblés, etc. Donc les filières prioritaires, je vous les ai données. Donc il y a 4 étapes. En général, on va évaluer votre besoin. Là où sont vos irritants, les pain points, hein, comme on les appelle. Donc, on va qualifier vos besoins et c'est un expert de la filière. Moi, je suis référente pour la partie agri et agro-viti. On va faire un diagnostic de votre maturité digitale. Ça, c'est un expert digital qui va le faire et qui va analyser vos pratiques, pardon, vos enjeux, vos objectifs, où en est votre stratégie digitale. Ensuite, on va mener un audit, un plan d'action qui va aboutir sur des recommandations vraiment très concrètes et une feuille de route, un plan d'action sur mesure en collaboration donc avec nos experts techniques et qui vont vous permettre d'établir une feuille de route vraiment comment dire, jalonnée pour avancer pas à pas et déployer ce projet de transformation digitale. Souvent, ça inclut évidemment une brique cybersécurité et CyberRock fait bien entendu partie du consortium. Et ensuite, pendant 3 ans, on va vous aider à la mettre en œuvre et à la suivre. Donc ça, c'est le consortium d'experts. Donc experts de chacune de leur comment dire, de leur champ d'expertise lié au numérique. Donc tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, le LIRM, le CNRS, l'ANITI, etc. L'IoT, les calculs haute performance, ça va peut-être moins concerner nos filières, mais quand même. La cybersécurité, donc CyberRock, l'éthique de la donnée, les données spatiales, tout un programme de formation et les pôles et clusters, bien entendu, des filières, et Digital 113 pour le pôle numérique. Le cluster numérique, pardon. Donc, ce que je voulais vous expliquer, donc c'est une prise en charge européenne qui fait que pendant les 3 niveaux, les 3 premiers niveaux, les 3 premiers jalons, tout est pris en charge par l'Europe.
Donc à l'entreprise, ça ne coûte rien, si ce n'est du temps et de la mobilisation. Et ensuite, dans un second temps, s'il y a un besoin justement d'approfondir les aspects cyber, les aspects IA, etc., et qu'il y a besoin ou un aspect lié à l'architecture de la donnée et des systèmes d'information, et qu'on a besoin de solliciter un des experts du consortium pour faire un audit un peu plus approfondi sur cet aspect-là, là, ça déclenche un devis et donc une prise en charge par l'entreprise, mais qui sera financé à 50%, jusqu'à 50% par l'Europe. Voilà, donc si Captronic, vous êtes intéressé pour déployer l'IA de manière sécurisée dans votre entreprise, Captronic vous fait un devis à 4 000 euros, je dis n'importe quoi, il tiendra compte, donc ça vous coûtera 2 000 euros, il tiendra compte de la remise, de la prise en charge de l'Europe. Voilà, ça c'était pour parler très concret. Donc je voulais pour que ça vous parle en fait, vous donner un exemple concret d'accompagnement d'un domaine viticole avec justement un site e-commerce qui est en croissance. Donc sa situation initiale quand on l'a capté entre guillemets dans le parcours EDIH, c'est qu'elle avait un site e-commerce donc connecté à son ERP. Donc une gestion des clients, commandes, logistique, tout était interconnecté, mais aucune politique cybersécurité et donc des accès multiples, hein, comme l'a très bien décrit Caroline, prestataire web en interne, rien n'était sécurisé, donc des risques forts identifiés avec des risques de fuite de données clients, des risques d'arrêt du site en pleine période de vente, un accès à l'ERP qui était complètement ouvert et non sécurisé. Donc l'accompagnement EDIH, il a consisté en quoi? On commence toujours par un diagnostic de maturité digitale qui a été complété, vu les risques identifiés, par un audit de cybersécurité de Cyberoc avec une priorisation des risques pour une mise en place d'une sécurisation d'accès, de sauvegarde, une grosse partie, bien entendu, de formation, sensibilisation des équipes à tous ces risques et toutes les mesures à prendre pour les éviter et corriger le tir. Une feuille de route qui a été globale, liée au système d'information et à l'e-commerce. Et pour des résultats, une activité sécurisée, une meilleure maîtrise des flux et une base solide et sécurisée pour développer son e-commerce et faire face à sa demande croissante. Voilà, donc Occitania, c'est un consortium, c'est on va dire une clé d'entrée, un guichet unique, on va dire, pour la partie projet numérique. Donc, n'hésitez pas à contacter ou aller sur le site vous renseigner. Il y a également, vous pouvez suivre la page et vous pouvez même vous auto-évaluer. Donc, c'est qu'il y a un autodiagnostic numérique qui est faisable en ligne. Là, vous avez le lien. Ça prend de 10 à 30 minutes, on va dire, puisque vous pouvez compléter avec des questions ouvertes, et vous recevez des premières préconisations sur votre état de maturité digitale, les risques identifiés, des préconisations, des premiers conseils et orientations, et ensuite vous êtes contacté pour savoir si vous rentrez dans un programme un peu plus premium approfondi sur 3 ans et un programme d'accompagnement plus personnalisé. Voilà, donc écoutez, on tient à peu près le timing, on a dépassé un petit peu, donc on peut encore répondre à des questions, si vous en avez. On espère que tout cela a été bien clair pour vous, avec à la fois vraiment l'état des lieux et toutes les préconisations de Caroline pour vous prémunir contre les risques de cyberattaque. Et un dispositif qui est vraiment unique en Europe, qui existe pour accélérer votre sécurisation et globalement votre transformation digitale. Il n'y a pas de questions. Alors, soit on a complètement endormi les gens, soit on a été super clair. J'espère que c'est la deuxième option. En tout cas, vous retrouverez également tout cela en replay. Et on vous a mis les liens ici de nos profils aussi LinkedIn, les liens vers les sites web. N'hésitez pas à
bien sûr nous contacter. Et même si vous vous posez il n'y a pas besoin d'être un expert digital hein, pour être accompagné par Adoc sur le numérique. Si vous arrivez avec une question simple, ça peut être effectivement lié à la cybersécurité, ça peut être lié à l'œnotourisme, ça peut être lié à de la gestion, de la digitalisation de certains process. Voilà, vous travaillez avec beaucoup de tableau Excel dans tous les sens, vous avez besoin d'automatiser les choses, vous avez besoin de passer un stade en termes de maturité digitale. Voilà, on est là à votre disposition pour discuter de votre projet, vous donner un premier niveau de conseil et approfondir s'il le faut. Voilà, on vous remercie, on vous dit à très très bientôt et n'hésitez pas.